Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 14 septembre au sommaire de ce soir. La fin du pass sport, cette aide de l'État de 15 000 francs qui allégeait les frais sportifs des jeunes a disparu. Quelles conséquences pour les familles, pour les clubs, pour la jeunesse? Des réponses dans cette édition. Ils étaient plus de 350 ce matin pour un déjeuner XXL. Les descendants de Thomas Bambridge et Maraea O'Connor se sont retrouvés pour la 9e édition de leur grand rassemblement. Une généalogie hors norme à découvrir. Et ce soir, sur notre plateau, nous recevons Édouard Fritsch, président du Tapura Huiratir'a, maire de Pir'e, pour faire avec lui un tour d'horizon de l'actualité. Et comme tous les dimanches, ne manquez pas votre journal des sports avec un menu chargé entre cyclisme, football, VAA et culturisme. Oriano Tefao nous fera vivre tout cela en fin d'édition. La suppression du pass sport, cette aide de l'État de 15 000 francs pour financer licence, équipement des jeunes suscite l'inquiétude. Familles, clubs et associations redoutent moins d'adhérents, plus de difficultés financières et des jeunes qui pourraient tourner le dos au sport. Plus d'explications avec Rony Moufat. Pour de nombreux foyers, la rentrée sportive tourne désormais au casse-tête. Avec la fin du passeport, ce dispositif d'aide de l'État qui a allégé les frais de licence et d'équipement, certains jeunes risquent de devoir abandonner leur activité cette année. Ah oui, vu que c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses à payer. Il y a les fournitures scolaires et il y a même aussi la licence là, pour le club. Ça va être lourd, c'est très compliqué. Les effets se font déjà sentir, les espaces d'entraînement peinent à se remplir, les inscriptions sont en baisse, l'inquiétude gagne aussi les responsables de clubs. Il y a eu beaucoup moins en fait, d'inscriptions donc, en début d'année, que c'est quelque chose qui pouvait nous apporter donc, à peu près une quinzaine d'adhérents supplémentaires sur les années précédentes où il y avait le passeport. Grâce au dispositif dont avaient bénéficié certains enfants de notre club, aujourd'hui sans, ça risque d'être compliqué, on n'est pas sûr de les revoir en fait. Moins d'accès au sport, c'est toute une génération qui s'expose à des dangers, estiment certains parents. Le manque d'activité physique pourrait à nouveau accentuer la sédentarité, mais aussi ouvrir la voie à certains fléaux. Il a vraiment beaucoup perdu du poids quand il est entré dans le club. La crainte, c'est qu'il sera plus sur leur écran, ils vont peut-être aller sur la route, qui sait. Ah oui, complètement. Ils peuvent partir en fait complètement dans la dérive. Les écrans, les drogues, ils traînent dans la rue aussi. Partout, la même demande revient, trouver une solution de remplacement. Sans aide, les familles comme les clubs craignent un effondrement durable du tissu sportif local. Invité sur notre plateau le 30 août dernier, le ministre des Sports, Keinou Temauri, a indiqué travailler avec la direction de la jeunesse et des sports sur un texte local afin de créer un dispositif équivalent. 350 personnes réunies ce matin autour d'une même histoire familiale. De Tahiti à la Nouvelle-Zélande, des Samoa aux États-Unis, les descendants de Thomas Bambridge et Maraea O'Connor ont participé à la 9e édition de leur grand rassemblement. Une rencontre intergénérationnelle qui célèbre des liens plus forts que jamais. Thomas Chabrol et Tauhiti Toniomusan étaient sur place. Deux ancêtres, Thomas Bambridge et son épouse Maraea O'Connor, leurs 18 enfants et toute une lignée de descendants, pas moins de 15 000 en Polynésie. L'histoire de la famille Bambridge, c'est un livre avec de nombreux personnages qui s'écrit au fil des générations. Alors là, il y a les représentants de 7 souches. Eh bien, il y a la représentation de tout le Pacifique, de l'ensemble de ces souches. Un rassemblement pour fédérer et mieux connaître les liens de parenté dans ce grand arbre généalogique. Parmi les 350 membres de la famille réunis aujourd'hui, 140 fétis sont venus de Nouvelle-Zélande, des Cook, des Samoa ou encore des États-Unis. Je suis née à Tahiti et rien que pour ça, c'est déjà une bénédiction. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'être connecté et comprendre ce qui coule dans nos veines. Nous sommes une famille éternelle et c'est ce qui nous amène à être ici, ensemble. Tout ça fait celle que je suis aujourd'hui. Pour marquer cette union, les 18 branches de la famille ont été reliées symboliquement par une longue tresse végétale.
Pendant une semaine, ses proches ou cousins éloignés vont échanger, partager des valeurs et approfondir les connaissances de leur histoire commune. Moi, je connais un tout petit peu l'histoire de mon ancêtre Esther, mais oui, on a tous envie de connaître l'origine. On a nos tantines qui sont là, nos oncles, nos grands-oncles, les personnes très âgées aujourd'hui, voilà. Mais on a des livres, on a des histoires, on est là pour découvrir, bien sûr. J'ai des souvenirs d'avoir retrouvé des courriers de ma grand-tante, qui dans les années 50 était malade et se faisait soigner à Hawaï, et qui disait « j'ai été reçue dans ma famille chez les Foster ». Donc malgré la distance, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, mais ces liens, malgré la distance, étaient maintenus. Des liens forts qui se perpétuent, ces jumelles de 7 mois sont les toutes dernières descendantes de cette grande famille. Il y a 193 ans, leur ancêtre anglais Thomas Bambridge obtenait une libération conditionnelle après avoir été envoyé au bagne en Australie pendant 6 ans. C'est un voyage dans les îles du Pacifique qui l'a amené à Tahiti vers 1832. Les premières pages du livre familial se sont écrites à cette époque. À Honiara, lors du 31e Forum des îles du Pacifique qui vient de se refermer, la question de la drogue s'est invitée dans les échanges entre dirigeants. La consommation progresse avec des modes différents, des provenances multiples, mais une même inquiétude. Écoutez, 3 présidents ou premiers ministres du Pacifique nous parlaient de leur combat dans leur île au micro de Tiarenui Pahuiri et Mike Leral. En réalité, c'est un problème qui est apparu au cours des 5 dernières années et il est en train de s'aggraver. Sa Majesté, notre roi, a fait de la lutte contre la drogue une cause nationale et maintenant je pense que nous devons tous travailler ensemble. On a chez nous quand même un fléau qui fait beaucoup de ravages, c'est celui du cannabis. Donc voilà, on a un énorme travail à faire sur ce sujet-là parce que le cannabis cause énormément de dégâts dans nos familles. Vous avez de la schizophrénie qui se développe et tout, donc ça fait des coups sur la santé, ça fait aussi ça laisse des marques profondes dans les familles. Nous avons le même problème et la plupart des drogues, malheureusement, arrivent par avion et par bateau en provenance de Chine. Et nous avons arrêté plusieurs ressortissants chinois qui entraient dans notre pays avec ces substances. C'est regrettable parce que ça détruit vraiment la vie des gens et des familles. Nous faisons donc tout notre possible, de manière coordonnée, pour trouver des moyens d'empêcher leur entrée. Et en plateau avec nous ce soir pour faire un point sur l'actualité locale et internationale, Edouard Fritsch, président du Tapura Huiratira et maire de Pirée. Yorana. Bonsoir Mika et bonsoir à nos téléspectateurs. On vient de le voir dans ce reportage, le fléau des drogues est combattu par nos voisins du Pacifique. Ici, l'ICE se développe de manière très inquiétante. Vous, à Pirée, vous voulez créer une plateforme de dénonciation. Comment est-ce que ça marcherait ? Vous savez, la drogue va être effectivement un sujet qui devrait nous unir tous au niveau du Pacifique. Vous savez, c'est l'unité qui nous fait gagner beaucoup de défis. Et le sujet aujourd'hui, on entend, les gens sont dans le questionnement. Comment peut-on faire pour être efficace au niveau de cette lutte et en tous les cas répondre aux inquiétudes de nos parents? Parce que les parents, on l'a vu lors de la dernière marche ici à Tahiti, ce nombre important de personnes qui ont participé montre que les parents s'inquiètent, ils ont peur même pour leurs enfants. Donc, il faut aider la police, il faut aider la justice, il faut aider les organismes qui ont été mis en place. Et je pense que l'information le renseignement va être un sujet important. Car qui connaît mieux ce qui se passe dans les quartiers, qui connaît mieux ce qui se passe dans les familles que les personnes qui y vivent même. Et c'est la raison pour laquelle à Pirée, nous avons pensé à créer une fédération d'associations, une espèce de plateforme, effectivement, qui serait chargée de capter les informations, de capter les renseignements qui viennent des différentes zones de la ville de Pirée, afin que nous puissions alimenter la police, avec qui nous avons déjà, nous travaillons ensemble déjà, qui pourrait donc alimenter la police et la justice sur ce fléau. Est-ce que juridiquement on n'est pas un peu borderline? Est-ce que vous avez sondé des juristes par rapport à ça? Non, pas encore. Mais je crois qu'il faut. On va être obligé de travailler en borderline. Comment faire sinon?
Comment faire sinon? Le dernier organisme qui a été mis en place ici en Polynésie date de 2021, je crois. C'est le CROSS 987 qui est chargé justement de collecter les informations, de collecter les renseignements. C'est ce qui va pouvoir aider la justice, la police à faire son travail. Et il faut abonder dans ce sens. Et les pouvoirs publics pourront le faire. Dans l'actualité également, le Forum des îles du Pacifique vient de s'achever. Les participants ont tous affirmé vouloir incarner un océan de paix. Oui. En se rappelant donc que le Pacifique a été le théâtre de batailles terribles entre les grandes puissances dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays du Pacifique doivent redouter les tensions entre les États-Unis, la Russie ou encore la Chine? Les États du Pacifique devront surtout se préoccuper de leur unité. C'est important. Vous avez vu qu'il y a des sujets qui divisent. L'exploitation des fonds sous-marins divise puisque certains sont pour, d'autres non. Le problème de la drogue, le narcotique va vraisemblablement nous unir. Il faut que ces pays restent unis et c'est ça qui va nous donner la puissance par rapport aux autres. Vous avez vu qu'ils n'ont pas invité cette année ces plus grandes puissances à participer au forum, mais tout le monde sait aussi que ces pays sont dépendants de ces grands pays. Les pays du Pacifique ont besoin des financements de ces grands pays. Donc, il faut que chacun joue son rôle, éviter cette espèce de dépendance créée par les grands pays en matière financière, et pour ce qui concerne les petits pays du Pacifique, effectivement garder sa dignité et éviter de faire l'objet de corruption ou d'opérations de ce type-là qui se passent facilement dans ces pays. Et un autre danger pour nos îles, c'est le dérèglement climatique. Est-ce qu'on est condamné en tant que petit pays du Pacifique à subir les comportements des grandes puissances? Mais oui, on est condamné. Ça, c'est la nature qui le veut. Effectivement, je vois en Polynésie française, nous avons pris beaucoup de mesures pour essayer d'éviter de carboniser nos pays. Mais tout cela va dépendre des grands pays. Alors vous avez vu aussi qu'au niveau du forum, certains pays, comme le Vanuatu par exemple, ont porté plainte devant les tribunaux afin que les grands pays qui sont la raison, la cause de ces difficultés soient obligés, entre guillemets, à venir dédommager ces petits pays du Pacifique. Et je crois qu'on va s'orienter vers une stratégie de ce type-là. C'est ce que nous propose en tous les cas le ministre des Affaires étrangères de Vanuatu, Strategy and Finance. Donc effectivement, il faut qu'on définisse ensemble une stratégie et surtout derrière l'aspect financier qui va venir nous aider à se battre contre le réchauffement. Sur le plan national, le lundi dernier, le gouvernement Bayrou est tombé. L'instabilité politique nationale aura quelles conséquences selon vous pour la Polynésie? L'instabilité a toujours de mauvaises conséquences sur qui que ce soit. C'est pas bon du tout. Nous avons fait l'expérience en 2004, nous avons perdu des milliers d'emplois, nous avons perdu une partie de notre PIB. La France est en train de faire cette expérience. Je crois qu'il faut effectivement, j'ai envie de dire qu'il faut prier pour que les choses aillent mieux. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que Sébastien Lecornu est un ministre qui connaît bien l'outre-mer, qui nous connaît, nous, Polynésiens. Il faut espérer effectivement que, compte tenu de ce qui est demandé au Premier ministre, à savoir de faire des économies sur le budget, nous ne soyons pas victimes de ces ajustements, vous savez, au niveau financier, qui peut nous mettre à mal pour les programmes que nous défendons en tous les cas et qui sont actuellement menés avec le partenariat de l'État français. Et justement, la députée Sanker a voté contre Bayrou et ça a provoqué des réactions en chaîne au sein de l'Union autonomiste qui semble un petit peu fragilisée. Y a-t-il toujours un cap commun entre partis et élus autonomistes aujourd'hui? Oui, non. Il y a toujours un pacte commun. Bon, c'est vrai que sur cette affaire, je suis peut-être en partie fautif parce que je coordonne un petit peu cette plateforme autonomiste et je n'ai pas pensé effectivement que nous puissions avoir des divergences sur les votes. Mais ceci dit, elle a ses raisons et elle l'a expliqué. Et elle est malgré tout libre de faire ce qu'elle souhaite être bon pour le pays. Mais c'est vrai que du côté de Frébo, on en a beaucoup parlé. Et j'ai estimé qu'il fallait effectivement soutenir Bayrou, pas pour soutenir ce monsieur au moment T, mais c'est pour le lendemain. Le lendemain. Parce qu'effectivement, on sera regardé, notre vote sera pris en compte. Quelle va être la réaction du prochain gouvernement qui sera toujours à sa tête, malgré tout, c'est le président de la République, Emmanuel Macron.
Les municipales arrivent à grands pas. Comment comptez-vous vous y prendre avec le Tapura? Alors le Tapura ne rentrera pas dans la guerre politique au niveau des communales. J'ai laissé et je laisse l'autonomie de décision à nos amis maires, parce que ce ne sont pas tous des membres du Tapura, il faut le savoir aussi. Les maires se sont regroupés avec nous dans la famille Tapura Huiratina, mais on les laisse libres aujourd'hui à composer leur liste, parce que les élections communales ne sont pas des élections politiques, je le dis et je le redis, ce sont des élections familiales, ce sont des élections liées aux associations, liées aux grandes familles. Enfin, c'est un angle d'attaque qui est complètement différent. Donc chacun de son côté montera sa liste et nous verrons au mois de décembre prochain si certains ont besoin du soutien ou pas du Tapura. On reste au Fénois. Le ministre Jordi Chan prévoit un plan de 164 milliards de travaux jusqu'à 2032. Se projeter sur les 7 prochaines années, selon vous, est-ce que c'est une bonne idée ou bien c'est juste un effet d'annonce? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Mais on a entendu tellement de choses. On nous a dit qu'on allait baisser les prix de l'arbre. Enfin, on a fait sauter les 1% de la CPS parce qu'on allait baisser les prix aujourd'hui. Les promesses ne sont pas tenues. Alors là, maintenant, à l'horizon de 10 ans, je demande à voir. Et puis, je pense que qui vivra verra. Merci, Edouard Fritsch, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Direction Tayarapu Ouest, où le fort de Taravao entre dans une nouvelle étape. 11 mois de travaux sont prévus pour la seconde et dernière phase de dépollution et de déconstruction. Un chantier d'envergure destiné à effacer son passé militaire. Retour sur l'histoire de ce site emblématique de la presqu'île avec Davidson Bennett. Il est classé monument historique depuis 73 ans et reste une pièce maîtresse du patrimoine de la commune. À la base, ce fort, il proposait quand même une position stratégique forte puisqu'elle avait une vue sur les 2 baies et puis sur toute la plaine. Ça permettait à l'armée coloniale d'avoir un visu sur l'ensemble du territoire et puis sur les factions aussi qui pouvaient intervenir. En fait, c'est surtout aussi pour couper la communication entre les factions du côté des Teva, de l'armée indigène de Tayarapu et notamment du côté de Teaharwa, c'est-à-dire de Hitia, qui était menée par la chefesse territoire. Et s'en est suivi ensuite le premier coup d'escarmouche qu'il y a eu dans la guerre franco-tahitienne, qui s'est déroulé en fait ici, à Taravao, et le fort n'aura servi qu'à ça finalement. Le fort de Taravao marque aussi la première urbanisation de la presqu'île qui a été réalisée par les militaires de l'époque. Finalement, il aura eu plusieurs vies. Il va servir tour à tour d'ateliers, de centres de formation, de maisons de détention. On y enfermera également pendant la période de la Première Guerre mondiale des Allemands qui seraient en lien avec le commerce allemand et qui voulaient profiter de faire leurs affaires pendant la guerre. Ça va servir également d'infirmerie dans les années 50 pour pouvoir accueillir les femmes qui accouchent. Ça va servir de maternité également, et ce n'est qu'à partir de 52 en fait qu'on aura le premier BIMAT qui va arriver, la première compagnie du BIMAT, et qui deviendra le RIMAT par la suite, qui feront leur cérémonie d'adieu un peu plus tard vers 2012. Entamée en 2024, la première phase avait permis de dépolluer 5 bâtiments et d'en démolir 6. Depuis début septembre, place à la deuxième et ultime étape. 12 bâtiments supplémentaires doivent être désamiantés et 16 autres démolis. L'objectif, préparer le terrain à un aménagement ambitieux organisé autour de 5 pôles d'activité, un parc de loisirs, une zone tertiaire avec bureaux et salles de formation, un espace commercial regroupant commerce et restaurants, mais aussi une zone événementielle dotée d'une salle polyvalente. On attend beaucoup de ces zones, comme je le disais tantôt. C'est effectivement de recréer un foyer de création d'emplois qui permettra donc à certains jeunes en particulier de trouver du travail dans le secteur. Un pôle historique, touristique et culturel viendra compléter l'ensemble autour du pôle restauré. Coût total 142,6 millions de francs financés par le pays, l'État et... C'est l'heure du journal des sports et ce week-end, les émotions étaient au rendez-vous. Du vélo, du foot et même du golf, les athlètes nous ont fait vibrer sur tous les terrains. Sans oublier nos sportifs expatriés qui continuent de briller à l'international. Alors restez avec nous, ça commence maintenant.
Top départ, la première étape du Tour Tahiti a été lancée ce matin à Tahiti avec le contre-la-montre individuel. Première hiérarchie déjà établie, le maillot jaune revient à l'américain Quinn Felton. Retour sur cette mise en jambe en images et en réaction. 2, 1, hop! Plus d'une cinquantaine de coureurs répartis en 14 équipes dont 4 venus de l'étranger se sont mesurés dès ce matin à l'exercice exigeant du contre-la-montre individuel. 10 km pour se jauger, poser les bases du classement et lancer la bataille des maillots. À ce petit jeu, l'Américain Quinn Felton du team voleur s'impose en 12 minutes et 46 secondes avec 21 secondes d'avance sur Tarouya Craner du team Pirée. Le Calédonien Hugo Pommelé complète le podium. La course a été courte mais intense. La chaleur a rendu l'effort plus difficile, mais je suis très satisfait de ma performance. C'est ma première fois à Tahiti, ma première fois dans l'hémisphère sud et j'ai hâte d'être à l'étape de demain. Chez les dames, victoire surprise de Adélaïde Tréjou en 16 minutes 56 secondes. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle s'est inscrite au dernier moment. En fait, je devais participer au trail de Mangareva et l'avion militaire, le CASA, n'a pas pu partir hier. Donc j'ai contacté la Fédé pour savoir si je pouvais m'inscrire à la dernière minute sur la course et me voilà. La suite du tour s'annonce disputée avec dès demain une étape qui promet de vifs duels entre rouleurs et grimpeurs. On fait le tour de l'île et on va gagner dans la côte de Erima. Donc un juge de paix déjà avec grosso modo 2 km d'ascension avec du fort pourcentage. Donc là c'est sûr que les grimpeurs vont vraiment pouvoir s'exprimer. Mais je pense qu'il y aura quand même des choses tactiques qui vont être mises en place, sachant qu'il y a des grosses équipes de rouleurs. Donc du coup je pense que les rouleurs vont essayer d'attaquer les bosses en amont. Mais attention à nos coureurs locaux qui sont très motivés pour faire sensation ici. 579 km attendent le peloton toute cette semaine. Après cette première épreuve contre le chrono, place désormais à la route et aux stratégies collectives. Demain, coup d'envoi 7h30 à la mairie de Papeete pour une arrivée en côte au cimetière de Erima. Les amateurs de football avaient rendez-vous hier soir au stade de Punaru pour le traditionnel trophée des champions. AS Vénus, champion de Ligue 1, était opposé au vainqueur de la Coupe de Polynésie, l'AS Pirée. Une soirée pleine de suspense qui s'est jouée au tir au but. Et on revit le match grâce à notre œil de lynx, Désiré et Teibao. L'AS Pirée lance sa saison de la meilleure des manières. Un trophée des champions décroché à l'issue d'une rencontre où les hommes de Vateaterei ont dû puiser dans leurs ressources pour revenir au score. Car l'AS Vénus prend le meilleur départ dans le match. L'Essasiab Teanui Tehau profite d'une mauvaise relance de la défense de Pirée pour ouvrir le score. À la pause, le champion de Ligue 1 mène 1-0. Au retour des vestiaires, Pirée met la pression devant le but de Teveyarei Tamatei. Mais à force d'attaquer, Hemano Burebar et ses partenaires s'exposent au contre. À l'heure de jeu, Tahuiti Kek fait le break pour Vénus qui mène 2-0. On connaît le jeu de Vénus, donc c'est basé sur des attaques rapides. En première mi-temps, un fait de jeu nous a coûté un but. Bon, c'est arrivé, mais c'est la deuxième mi-temps, encore un ballon perdu et derrière il déclenche et souvent il y a la réussite. Mais voilà, on a eu les ressources, on ne s'est pas mis à jeter le ballon, on a continué à produire. L'AS Pirée continue de pousser dans les 20 dernières minutes. À la 70e minute, Sodrotau transforme un penalty. Et à la 85e, à l'issue d'un joli numéro, Tehutu Giton égalise pour Pirée, 2 buts partout, direction la séance de tir au but. Tahuiti Kek et le jeune Keahinui Brown ratent leur tentative face à Teave Teamotu Etau. Tehutu Giton, lui, ne trompe pas pour offrir la victoire et le trophée des champions à Pirée. L'an dernier, on a perdu au tir au but face à Dragon, donc cette année, ça fait très plaisir. On a perdu des joueurs il y a une semaine, ils étaient en face, mais voilà, le groupe a su se souder. On dédie justement cette victoire à ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui sont blessés et à ceux qui n'ont pas pu jouer. Donc voilà, et à tous nos supporters, bien sûr. On a mené 2-0, mais après, en deuxième mi-temps, on a un peu baissé de rythme. C'est pour ça qu'ils sont revenus à la marque. J'ai vu que mes joueurs, ils n'arrivaient plus à courir parce que c'est un manque de rythme. On n'a pas les matchs d'encore dans les jambes, donc il faut retravailler encore ça. L'AS Pirée et l'AS Vénus se tournent désormais vers la première journée de Ligue 1 qui se disputera le week-end prochain. Hier matin, les rameurs ont offert un spectacle de haut niveau sur le lagon lors de la Air Tahiti Race. Air Tahiti Va s'est imposé dans la catégorie reine devant Shelva'a et le team OPT. Les temps forts avec Hoanui Atohiba.
Carton plein pour Tahiti dans les catégories reines de sa propre course de VA. Hier matin, 54 équipages répartis dans 7 catégories se sont alignés sur la ligne de départ. Un parcours de 15 km pour les jeunes et 27 km pour les élites. Après une bataille acharnée pendant toute la course, c'est donc le team Tahiti qui s'impose en 1h30. Voilà, on a eu un bon feeling, des bons ressentis. Donc on a essayé de bien gérer à côté les copains de devant et puis de jauger un peu. On a essayé de partir, mais bon, on surfait, on essaye de bien surfer, de bien glisser. Et puis voilà, content de pouvoir décrocher la victoire à la clé. Devancé de 13 petites secondes seulement, l'équipe de Shelva s'est montrée menaçante tout le long, grâce notamment à un renfort de taille en la personne de Rete Eb au poste de barreur. Voilà, avec son expérience aussi qu'il a, il a gagné aussi plusieurs courses en V6. Et voilà, il essaie d'apporter aussi un peu de son côté. Content quand même du résultat, même si on veut tous gagner, mais il y a seulement un gagnant. Après voilà, on vient pour travailler encore pour la grande finale hawaïenne. Les femmes ont elles aussi été mises à l'honneur. C'est finalement l'équipe de Varuria qui s'impose en bouclant les 20 km en 1h52 devant le team OPT et Ruahatu. Arrivé au Motu Martin, on a essayé de plus s'envoyer dans le surf et ça a fonctionné. Et là, on est en pleine préparation pour la Hawaii Kinui. Et la Air Tahiti Race a été l'occasion de faire un premier entraînement pour nous, voir où on en est. Et on est contente de nous pour ce premier résultat. Chez les hommes comme chez les femmes, cette course Tahiti aura donné le temps. Tous les regards se tournent désormais vers la grande échéance, la Hawaii Kinui. Et ambiance explosive ce matin sur le green d'Atimono. Le Long Drive Contest 2025 a réuni 85 passionnés de tout âge avec un seul objectif. Envoyer la balle le plus loin possible, un format inédit qui a révélé de jeunes talents. Et permis aussi aux vétérans de montrer qu'ils avaient encore de la puissance sous le golf. Un reportage signé Hoanui Atuahiva qui est sur tous les fronts. Direction le golfe d'Atimono s'est déroulé ce matin le Long Drive Contest 2025. Le but, taper le plus loin et avec précision. Une configuration de compétition qui tranche avec le schéma classique. 85 compétiteurs étaient inscrits avec des golfeurs allant de 11 à 76 ans. C'est surtout faire monter les jeunes talents et les faire découvrir cette discipline, s'occuper des élites. Mais surtout aussi ceux qui sont les joueurs, on va dire, confirmés, qui soient adultes, qui soient, on va dire, dans la fleur de l'âge, donc les vétérans, les seniors. Toutes les catégories sont représentées. Les plus jeunes ont impressionné un public venu en nombre. L'occasion de révéler de nouveaux talents, à l'image de Maëlie, U14, surclassée victorieuse chez les U16 avec un drive de 197 mètres. Combien de mètres tu as fait là? J'ai fait 190 d'après des gens. Et tu es content de cette performance? Oui, vraiment contente. J'ai jamais fait autant. C'est une passion pour toi? Tu comptes continuer dans ce sport? Oui. Oui? Oui, j'adore le golf. Les masters de leur côté ont saisi l'occasion de se retrouver et de partager un moment convivial autour du sport qu'ils affectionnent. Cette journée permet aussi de se réunir en dehors du cadre compétition et puis c'est vrai que quand on pratique le golf individuel, on ne se voit pas tout le temps ensemble. Donc là c'est l'occasion d'être là ensemble et de pouvoir s'amuser. Non, 250 mètres, ma meilleure distance. Ton record personnel? Oui, par rapport à l'année dernière. Et puis cette année, 250 mètres, c'est mon record personnel. Du plus jeune au plus expérimenté, ce Long Drive Contest a prouvé que le golf polynésien a de la puissance à revendre. Et pour les super finales, Charles Almeida s'impose chez les hommes avec un drive de 302 mètres. Et chez les dames, Rarau Tairea Pani décroche la victoire après avoir tapé une balle à 244 mètres. Allez, tout de suite, on enchaîne avec le reste de l'actualité sportive locale et internationale, en bref et en images. Un an après son sacre olympique à Te Ahupu'o, Kaoliva s'est passé tout proche aujourd'hui d'un titre de champion du monde ISA au Salvador. Le surfeur de Veirao a livré une belle bataille en finale face à l'Australien Dane Henry. Le Tahitien sauve son meilleur total de la compétition avec 17,57, mais cela n'a pas suffi pour venir à bout de Dane Henry et de son score de 18,17. Kaoliva se contente donc de la deuxième place de ces mondiaux ISA. Le champion olympique enchaînera ensuite en octobre au Brésil pour la 4e étape des Challenger Series.
La deuxième journée du championnat de rugby à 7 s'est jouée cet après-midi au stade de Punaru. 4 équipes sont engagées cette saison, Papeete, Fa'a, Punaouia et une entente entre Pirée, Aroué et Paea. Ce championnat servira notamment de préparation en vue des Océanias organisés en novembre aux îles Salomon. Cette préparation sera aussi complétée par des stages animés la semaine prochaine par le Fidjien Jerry Tuwai, double champion olympique de rugby à 7. On a Jerry Tuwai qui vient nous rendre visite une bonne semaine de travail avec nous. C'est une chance incroyable puisque tu l'as dit, c'est un double médaillé d'or et aussi médaillé d'argent à Paris l'année dernière. C'est quand même un des meilleurs joueurs de Seven sur la planète. On a décidé de le faire intervenir en fait sur chaque terrain où nos clubs de Seven s'entraînent. Donc tous les soirs de la semaine, de mardi à vendredi, tous les joueurs seniors présélectionnés seront avec Jerry sur un des terrains de club. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on le fait venir dans les clubs, c'est quelque chose d'important parce que voilà, la fédération c'est les clubs et les clubs c'est la fédération. Les jardins de Paofei s'apprêtent à vibrer au rythme du beach tennis du mercredi 17 au dimanche 21 septembre. Tahiti accueille la 3e édition de son Open international, un rendez-vous désormais incontournable du calendrier ITF, la Fédération internationale de tennis. Au programme, 5 jours de spectacle, un prize money de $10,000 et surtout la présence de joueurs venus d'une quinzaine de nations, du Japon au Brésil en passant par la Nouvelle-Calédonie, le Portugal, la France et les États-Unis. Ça va attirer à peu près une cinquantaine de joueurs et joueuses au total. Enfin plus exactement, il y aura 2 tableaux, un tableau double homme et un tableau double femme. Donc dans chaque tableau à peu près on va dire 40 joueurs. Après on a du simple homme et du double mixte. On aura des entraînements, des terrains d'échauffement à Bambridge pendant toute la durée du tournoi et puis du spectacle garanti puisqu'il y a le top 20 mondial. 18 ans et un corps déjà sculpté pour la victoire. Charlie Bourne, espoir du culturisme polynésien, vise le titre de champion de Polynésie le 27 septembre. Avant de se mesurer au meilleur sur la scène internationale, rencontre musclée avec Hoanui à Toahiva. À seulement 18 ans, Charlie Bourne fait aujourd'hui partie des grands espoirs du culturisme polynésien. Dos, jambes, pectoraux, tous les muscles sont soigneusement dessinés. Des exercices appliqués avec rigueur pour se préparer au mieux en vue du championnat de Polynésie de culturisme le 27 septembre où il fera office de favori. Je crois 5 compétitions dans ma carrière. Je les ai tous gagnés dans ma catégorie. Men physique, classique et bodybuilding. Ça m'extasie, ça me motive, ça me permet d'être encore plus motivé dans ma préparation. Des sacrifices sont évidemment nécessaires pour atteindre le haut niveau. 2 heures d'entraînement tous les jours et une alimentation stricte. La musculation est aujourd'hui devenue un mode de vie pour Charlie. Pour des personnes comme moi, ça demande beaucoup de ténacité. C'est-à-dire, on doit par exemple manger que des légumes pendant une certaine période et la tenir pendant une certaine durée. Et ça provoque beaucoup de fatigue. Jusque-là, il affiche un bilan parfait chez les juniors, mais son ambition ne s'arrête pas là. L'athlète de Paea vise l'international, pressé de se mesurer au cadre de la discipline. Justement, je suis qualifié pour une compétition internationale. Il va se dérouler en octobre, le 4 octobre pour être précis. Et voilà, ça va me faire une expérience enrichissante. Organisée par la Fédération tahitienne de la discipline, la South Pacific Bodybuilding se tiendra le 4 octobre à Paea, dans la salle de Manuiti. Et on termine avec notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. Avec un agenda très serré, avec d'abord le Tour Tahiti Nui qui se poursuit jusqu'à samedi 20 septembre sur les routes de Tahiti et Moorea. Vous pourrez également partir sur le ring de la salle Makonena à Tahiti pour assister au championnat d'Océanie de boxe du mardi 16 au samedi 20 septembre. Ensuite, on part sur l'eau du jeudi 18 au samedi 20 pour suivre la Hawaii Nui va solo sur 3 étapes entre Tautira et Pirée. Et enfin, on termine sur le sable avec l'Open international de beach tennis dans les jardins de Paofei du jeudi 18 au dimanche 21 septembre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Bien dans son faré, suivi d'un nouvel épisode de Paye-nous à la dérive. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV. Demain, retrouvez Sophie Guébel à la présentation de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et un bon début de semaine. Et bien sûr, on se quitte sur les meilleures actions sportives du week-end. Bonne soirée à tous.